Longtemps réservés aux classes privilégiées, les cosmétiques sont aujourd'hui à la portée de tous et sont devenus en moins d'un siècle l'un des symboles majeurs de la société de consommation. Les grandes marques de produits de beauté qui naissent au tournant du XXe siècle se développent véritablement à partir des années 50 et vont dès lors répondre efficacement aux besoins des consommateurs. Tout au long de leur courte histoire, les marques ont su nous séduire en restant proches de nos préoccupations, de nos envies, de nos rêves. La femme, sa beauté, sa santé sont le moteur de cette histoire qui commence pour nous dans l'un des plus anciens magasins de cosmétiques de France avec un bel exemple de naissance d'un produit de beauté. Ici, nous sommes dans l'une des boutiques probablement les plus anciennes et les plus petites de Paris, dans la Nouvelle Athènes. C'est la maison de Taille, une boutique qui a été créée en 1905 par la comtesse de Presles. Cette femme, en 1900, avait acheté une voiture et à cette époque, les voitures évidemment n'avaient pas de pare-brise et elle s'était plainte que sa peau soit abîmée, desséchée, même si la pollution était moins intense qu'aujourd'hui. Et donc elle avait demandé à un de ses amis, le chimiste Marcellin Berthelot, de lui faire une crème spéciale pour elle. Et cette crème était absolument extraordinaire, elle l'a utilisée. Et de fil en aiguille, elle a ouvert cette boutique où son portrait est toujours là. Si l'histoire du baume d'automobile nous montre la relative jeunesse des marques de cosmétiques, l'utilisation des produits de beauté remonte à la nuit des temps. Depuis toujours, les corps se couvrent de signes, de traces, d'objets qui fonctionnent comme des codes culturels, répondant aux exigences des rites sociaux, de la guerre, de la séduction. L'exemple de Cléopâtre, se baignant dans du lait d'ânesse, souligne l'importance accordée par les femmes aux potions, onguents, crèmes, laits ou plantes susceptibles d'améliorer et de conserver leur beauté. L'Antiquité nous a laissé de nombreuses preuves de l'existence de ces produits. On en découvre encore fréquemment dans les fouilles archéologiques, notamment près des thermes du monde romain. On connaît la composition des premiers cosmétiques. On sait qu'il y avait des substances extrêmement toxiques qui étaient utilisées à ces fins. En particulier, le khol, c'est un dérivé d'antimoine. La céruse, qui servait à avoir un teint extrêmement blanc, puisqu'on parlait de blanc de céruse, c'est un carbonate de plomb. Comme dépilatoire, on se servait de sulfure d'antimoine. Donc toutes ces substances, on ne pourrait plus les utiliser aujourd'hui. Vous savez, ça a une toxicité réelle, ce ne sont même que des toxiques. Alors par ailleurs, on sait aussi que Cléopâtre entretenait son teint, manifestement avec des bains de lait d'ânesse. Elle ne savait pas pourquoi à l'époque, parce qu'elle n'était pas chimiste. Maintenant, on le sait, c'est parce que dans le lait d'ânesse, il y a de l'acide lactique. Et encore de nos jours, l'acide lactique reste un actif hydratant incontournable. Et puis, l'histoire des produits d'hygiène et de beauté connaît des hauts et des bas en fonction des mœurs de chaque époque. Contrairement aux idées reçues, le Moyen-Âge est très propre, et tout ce qui peut contribuer à l'hygiène est bienvenu. Plus tard, à la Renaissance, changement de cap. Les bains sont proscrits, on craint de voir les maladies s'infiltrer dans les pores dilatés de la peau par l'eau chaude. À l'âge classique, la noblesse adore se grimer. Coiffures extravagantes, poudres et maquillages outranciers sont la règle. Ce que l'on se met sur la peau est redoutablement toxique pour l'épiderme. Et quand la peau finit par s'infecter, on en rajoute une couche. Les dents elles-mêmes, rongées par les fards, se déchaussent et finissent par tomber. Les haleines sont à la mesure du désastre. La Révolution va faire tomber les masques et ramener tout le monde à la case nature. Adieu les maquillages lourds, rouges à lèvres, poudres et perruques. Avec la fin du XVIIIe siècle se met en place un courant qui deviendra très majoritaire pendant le XIXe siècle et sur lequel on vit encore aujourd'hui, puisque notre héritage du XIXe siècle en termes de corps est bien plus important que ce qu'on croit, qui est toute une relation à l'hygiène très forte. La fin du XVIIIe siècle découvre la santé, découvre le grand air, découvre l'exercice, découvre les bains, découvre la nage, découvre un certain nombre d'activités physiques qui n'étaient pas du tout cultivées autrefois. Dans la lancée de la Révolution, le XIXe siècle sera une époque rigoureuse, puritaine, au cours de laquelle on va inventer l'hygiénisme. On fuit les dernières grandes épidémies, on a la phobie des microbes, on se lave, on aère les villes, les logements. Cependant,
Si la femme doit paraître naturelle, elle n'en a pas moins l'obligation d'être belle. Parfums et maquillages, aussi discrets soient-ils, sont nécessaires pour embellir les beautés. Et plus on approche de la Belle Époque, plus les fabricants vont proposer des produits conformes aux exigences de cette fin de siècle. C'est notamment le cas des maquillages, dont la maison Bourgeois est un exemple significatif. Son histoire commence dans la seconde moitié du XIXe siècle. Sous le Second Empire, dans les années 1863 à peu près. À cette époque, les fards étaient très épais, coulaient, et c'était surtout les femmes de théâtre qui les employaient. Et en fait, M. Bourgeois a eu une idée extraordinaire, c'est de trouver un fard qui est sec, mais qui est poudreux, et donc qui peut s'étaler très facilement au pinceau, et qui donne une très jolie carnation. Donc du théâtre, c'est descendu vers la ville, vers les Madame Tout-le-Monde, qui l'ont plébiscité. Le siècle industrieux s'achève, dans la fièvre des inventions et le développement des sciences, qui vont tant contribuer à l'avènement des cosmétiques. On va arriver début 20e à une nouvelle ère. On maîtrise davantage les produits, et puis la société change. Et donc l'apparence, le statut de la femme vont changer et le maquillage va de nouveau être acceptable parce qu'on l'envisage d'une façon plus naturelle, pour la séduction certes, mais de façon mesurée et donc tout à fait acceptable. En ce début de XXe siècle, l'évolution des sciences et des techniques va permettre aux acteurs du secteur de mettre sur le marché des produits plus pratiques, plus fiables et plus confortables que leurs ancêtres. C'est notamment le cas pour les savons. Pour les savons, c'est Cadom qui est le plus ancien, qui est né en 1905. En fait, le petit garçon qu'on voit tout joufflu et tout mignon dans les premières publicités serait, dit-on, le fils d'Isadora Duncan, la danseuse. Et il a créé un scandale parce qu'il était tout nu, et à cette époque, ça a été une honte de montrer un petit bébé tout nu. D'autres savons aussi sont intéressants, par exemple le savon de Roger Gallet, qui est très ancien aussi, et qui a été le premier savon rond. Et puis, détail amusant, il y a aussi le savon Dove, qui est plus récent quand même, mais il a 50 ans, qui date de 1954. C'était celui des Marines pendant la guerre, parce que c'est le seul savon qui ne soit pas vraiment un savon, donc on peut se laver avec ce savon à l'eau de mer. Et il mousse quand même. Au-delà de l'amélioration des produits existants, les chercheurs mettent à présent en évidence de nouveaux principes actifs qui vont révolutionner les produits d'hygiène et de beauté. Les crèmes corporelles ont été les premières à bénéficier de ces découvertes. Nivea donc est né en 1911 et ça a été une merveilleuse découverte parce qu'autrefois les crèmes pour le visage ou pour le corps étaient à base animale et ça rancissait très rapidement. Et là, un médecin qui faisait des recherches et qui a trouvé un produit qui s'appelle le cérite et qui a permis de mélanger l'eau et l'huile, ce qu'on n'arrivait pas à faire autrefois, et donc de faire des émulsions beaucoup plus légères et qui se conservaient très longtemps. Aussi la science a-t-elle cherché la substance active qui permet à la peau d'absorber l'humidité dont elle a besoin. Cette substance, Nivea seule l'a trouvée. C'est le cérite, produit apparenté aux graisses naturelles de la peau. Soignez donc votre épiderme chaque jour avec la crème Nivea et votre peau conservera la fraîcheur de la jeunesse, la fermeté du bourgeon, car Nivea désaltère la peau. Dans cette époque d'effervescence, les marques naissent de l'alliance de médecins ou de pharmaciens à des industriels, de créateurs de mode comme Coco Chanel, qui lancent leur ligne de produits de beauté, ou de laboratoires de pharmacie qui consacrent une partie de leurs activités aux cosmétiques. La période est favorable à l'initiative, elle ne va pas durer. Au-delà du drame humain qu'elle représente et du traumatisme qu'elle va provoquer, la Grande Guerre est l'une des causes principales de la libération des femmes dans les sociétés occidentales. Retenus sur le front, les hommes manquent pour faire tourner les machines. Les femmes vont les remplacer à des postes qui leur étaient jusqu'alors inaccessibles. La femme entre de plein pied dans la vie active et, même si en France elle n'a pas encore le droit de vote, elle va désormais se vivre comme une citoyenne à part entière. Les corps se libèrent, la féminité éclate au grand jour. La libération du corps, c'est vraiment les années 20, donc les jupes raccourcissent, la femme se libère du corset, donc
tout ça, c'est vraiment une nouvelle façon de vivre son corps, de l'appréhender et donc de le soigner. On va le montrer davantage, donc il faut pouvoir s'en occuper. Et puis on va aller aussi au vent et à la nature, donc alors que pendant des siècles, il fallait avoir la peau la plus claire possible et le teint le plus clair possible, Chanel va vraiment apporter une petite révolution en s'exposant au soleil. Donc vont arriver des produits pour le hâle, pour favoriser le bronzage, et puis plus récemment pour se protéger, c'est-à-dire pouvoir bronzer quand même, mais se protéger. Conséquence de pratiques sociales totalement inédites, les comportements vont beaucoup évoluer durant cet entre-deux-guerres. Ce tourbillon va stimuler la créativité des entrepreneurs et favoriser l'apparition de nouveaux produits tels que ceux de la marque Ambre Solaire. C'était un des directeurs de L'Oréal qui aimait beaucoup le bateau à voile et qui revenait de chacun de ses périples avec une peau complètement cuite et souffrant de coups de soleil. Donc il a demandé à ses chimistes de faire des recherches et ils ont trouvé Ambre Solaire. Et ça a été une très bonne chose parce que ça a été un succès immédiat. C'était le moment de 1936, c'est-à-dire le début des congés payés. Les gens commençaient à se dénuder, à avoir une vie beaucoup plus libre au grand air. Donc Ambre Solaire a tout de suite eu un succès phénoménal. Tout comme en 1914, cet élan créatif va être brisé par la Seconde Guerre mondiale. La guerre 39-45 grippe cette activité déjà convalescente de la crise de 29. Il faut attendre les années 50, la reconstruction, le baby-boom, pour voir éclore la société de consommation. Les produits, jusqu'alors réservés aux classes fortunées, se démocratisent. Le marché des cosmétiques commence à se structurer. Top, top, top. En fait, DOP existe depuis longtemps, depuis 1932 ou quelque chose comme ça, bien avant la guerre. Regardez bien, nous allons vous montrer en quelques secondes un nouveau moyen de vous laver les cheveux en les traitant et les embellissant. DOP. Après s'être mouillé les cheveux abondamment, on étale un peu de DOP crème entre ses mains, comme ceci. DOP. On répartit la crème sur toute la chevelure et l'on masse vigoureusement comme cela. Ce lavage se fait à 2 reprises. DOP. Voyez comme ça mousse. 960 fois le volume de DOP crème employé. Ces cheveux seront les plus beaux du monde, car DOP crème est la crème de beauté de la chevelure. Au départ, c'était pas très agréable à utiliser. En fait, c'était vendu dans un petit papier et c'était une poudre qu'il fallait mélanger avec de l'eau. Et puis pendant la guerre, la production s'est interrompue faute de matières premières. Et après la guerre, ils se sont dit il faut faire quelque chose parce que c'est quand même pas très pratique. Et donc ils ont lancé le fameux berlingot DOP. C'est DOP, DOP, DOP. C'est une dose DOP pour essayer DOP. Comment s'en sert-on? Mais c'est très simple. On coupe avec des ciseaux. Ou on perce avec une épingle. Voilà. Et après, partant du principe qu'il fallait éduquer les enfants à se laver les cheveux, bien sûr, il y a eu le petit Rodolphe qui avait aussi un succès et qui apprenait à ses petits amis à avoir toujours la tête bien propre. Comme il sent bon, comme il sent bon. Ah, que tu sens bon. Pas de doute, il sent vraiment bon. Nous, c'est grâce au berlingot DOP. Celui-là est jaune. Il est parfumé à l'eau de Cologne. Ça sent bon toutes ces fleurs qui composent l'eau de Cologne. Ah, qu'ils sont beaux quand ils sont propres, les cheveux, grâce à DOP. Finalement, le marché des cosmétiques, il éclate dès les années 60 et il s'épanouit après très clairement dans les années 70. Ce qui est peut-être intéressant à signaler, c'est les phases de ce marché cosmétique. La première phase, qui est liée à la première étape de la société de consommation, c'est une phase d'hygiène. Tout simplement, c'est le progrès. Ça consiste à avoir un logement sain, hein, alors que avant le début de la société de consommation, beaucoup de logements étaient des logements qui n'avaient pas le confort moderne. Et finalement, on commence à pouvoir se laver, parce qu'il y a
il y a des salles de bain dans les logements, c'est pas uniquement sur le palier. Et finalement, ça c'est déjà la première étape, la première âge du marché cosmétique. Et puis ensuite, le marché cosmétique va devenir, et ça correspond un peu à la révolution individualiste, et dans les champs de consommation, ça s'observe à partir des années 70. Ensuite, le marché cosmétique va devenir un marché, pourrait-on dire, un peu de la séduction individuelle, de la beauté, et là, on est années 70, années 80. Et puis le marché de la cosmétique va rebondir encore, et c'est tout à fait l'étape des années 90, fin des années 90, avec le marché de la santé. Le cosmétique devient, comment dire, un produit santé. Et incontestablement, là, au milieu des années 2000, on est encore avec un quatrième saut, qui est celui du rajeunissement. Incontestablement, aujourd'hui, le marché cosmétique, qui va d'ailleurs de pair avec la montée du papy-boom, c'est-à-dire du vieillissement démographique, c'est celui de faire plus jeune que son âge. L'évolution de la société française, en fait, va avoir un impact immédiat sur l'offre cosmétique, le statut de la femme notamment. Donc on a les années 60 où la femme commence à sortir de son foyer, commence à travailler, mais est encore très marquée par le fait d'être une femme au foyer, en tout cas s'occupant de son ménage, donc devant être séduisante, mais pas trop. Donc c'est plutôt jolie madame, et donc les cosmétiques vont dans ce sens-là. Donc c'est une femme qui est plutôt apprêtée, avec une mise en pli, elle va chez le coiffeur. Et puis 68 va passer par là, une nouvelle génération va arriver avec une libéralisation de tout ce carcan, où on va utiliser d'autres produits et où on va rechercher un produit plus naturel. Donc il y a une espèce de guerre aux produits chimiques à partir des années 70, donc tout ce qui va pouvoir faire référence à un produit naturel sera plutôt recherché. C'est la grande période du henné et du patchouli, donc on est vraiment sur un retour aux sources. Dans les années 70, on a utilisé beaucoup de matières premières d'origine animale et même humaine. On utilisait par exemple les extraits placentaires, qui depuis ont été interdits pour des problèmes de santé publique assez évidents à comprendre. Mais beaucoup de matières premières d'origine animale, ça a été utilisé à des fins surtout antirides. Je crois que les années 70, on peut dire, sont des années antirides. C'était l'axe principal de la cosméto. Le consommateur, qui n'est pas toujours le naïf que l'on croit, se demande souvent quelle est la part du rêve qu'on lui vend avec les cosmétiques. Un fait est certain, c'est l'énorme effort réalisé par les fabricants pour rendre plus sûrs et plus efficaces leurs produits. Les étapes d'évolution des cosmétiques correspondent finalement à une grosse explosion au XXe siècle liée à l'explosion de la chimie de synthèse et les connaissances en chimie de synthèse. Alors bien sûr, au préalable, il y avait eu une évolution résultant par exemple de la découverte du Nouveau Monde et on avait rapporté d'Amérique du carmine cochenille par exemple. Donc ça avait un petit peu bouleversé l'utilisation des colorants rouges. Mais ça restait extrêmement parcellaire et il n'y avait pas d'évolution extrêmement importante. En revanche, dès que la chimie de synthèse ou la biologie ont fait des pas de géants, eh bien, l'industrie cosmétique en a bénéficié. Donc le cosmétique contemporain aujourd'hui, il joue effectivement à la fois d'un discours ultra scientifique, très rationnel sur des produits avec des formules chimiques et avec des promesses d'efficacité fortes, et en même temps, il repose quand même sur un socle relativement mythologique qui font appel toujours à des grands thèmes comme la blancheur, la texture et encore une fois les matières précieuses, les matières rares, l'orchidée, la fleur, la perle, etc. Et puis les années 80, plutôt business, plutôt très marquées par l'économie, le succès et l'arrivée de la femme sur des postes d'encadrement, de management, va entraîner des produits qui doivent être efficaces, marquer son statut, marquer son pouvoir. Donc on est encore sur c'est encore une autre route. De décennie en décennie, les progrès de la cosmétologie s'accélèrent, suivant l'évolution de plus en plus rapide de nos sociétés. Des années Golden Boy aux années Cocooning, les cosmétiques collent au comportement, répondent aux envies, flattent les rêves. Apporte le paradis à votre peau. La grande tendance des années 90-2000, c'est un retour sur soi, donc on a envie de s'occuper de soi.
de se protéger du monde, les cosmétiques qui contribuent avec des produits très cocooning, des produits de massage, donc ça c'est un grand retour. Référence aux produits naturels également, le grand retour des huiles essentielles, toute la vague thermalisme, thalassothérapie et puis plus récemment spa, qui est un terme un peu flou mais qui désigne des choses plutôt luxueuses et dans lesquelles on va être bichonné, donc ça c'est une grande tendance. L'autre grande tendance c'est la traque de la ride qui devient insupportable, donc ne pas vieillir avec des produits de plus en plus sophistiqués, issus de recherches avec lesquels on nous promet des résultats quasiment chirurgicaux. Alors, le domaine de l'anti-ride est effectivement un domaine où il y a toujours une recherche active. On s'est rendu compte que le Botox pouvait avoir dans son AMM cette indication d'esthétique qu'il n'avait pas au départ. Donc on a fait ce que l'on appelle des Botox-like, donc des substances que l'on peut mettre dans les cosmétiques à la différence du Botox qui lui a un statut de médicament. Donc la recherche de substances anti-rides, oui, est toujours extrêmement présente pour se substituer à la chirurgie esthétique. On peut penser même à des choses assez originales. Il y a actuellement des pigments spéciaux qui permettent de masquer les rides, donc par un phénomène simplement optique, en appliquant des préparations qui renferment ces pigments, on masque les rides. Et puis la tendance importante également de ces dernières années, c'est l'arrivée des hommes sur ce marché. On est assez bizarrement un petit peu comme on le serait sur des marchés comme les loisirs ou les télécommunications, alors que pourtant ce sont des objets plutôt de vie quotidienne que d'ailleurs on achète souvent au supermarché. Mais par exemple, si je vous dis qu'il n'y a pratiquement que 10% des hommes qui sont des vrais consommateurs de produits cosmétiques, ça veut dire que le champ de progression pour la clientèle masculine est encore tout à fait considérable. Toujours traversé par le thème de la santé, le domaine de la beauté devait un jour rencontrer celui de l'alimentation, grande préoccupation de nos contemporains. Pour être beau, il faut être en forme. Et pour être en forme, il faut bien s'alimenter. Donc on ne cesse de nous le répéter, d'avoir une alimentation équilibrée. Donc il y a eu la crainte de prendre du poids, le phénomène de l'obésité qui arrive sur la France qui fait peur, être performant, être en forme, combattre le stress. Donc tout ça, ce sont des faisceaux qui font que l'alimentation reprend en tout cas toute sa place. On pense effectivement aux nutri-cosmétiques, puisqu'il y a eu la création d'Ineov, qui fait le lien entre les cosmétiques et les compléments alimentaires. Donc c'est indéniable que l'on va certainement vers cette tendance et des gammes associées, je dirais. Donc le produit, le gel jambes lourdes avec les gélules qui ont cette même fonctionnalité, ou la crème solaire et les gélules qui préparent au bronzage. Donc des combinés de ce type sont tout à fait à la mode. On a aujourd'hui à notre disposition des produits de beauté qui s'avalent, des gélules, des compléments alimentaires, non seulement pour être en forme, mais pour avoir de beaux cheveux, pour faciliter le bronzage, pour éviter le vieillissement ou retarder le vieillissement. Et c'est un marché en explosion. Il faut savoir que dans le domaine de la consommation, comme dans le domaine du marketing, les choses s'additionnent, elles ne s'annulent pas. Autrement dit, aujourd'hui, le marché anti-vieillissement s'additionne sur un marché santé, qui s'additionne sur un marché séduction, qui s'additionne sur un marché hygiène. Finalement, le produit cosmétique idéal à l'avenir, ce sera un 4 en 1. Ce sera un marché qui fait de l'hygiène, qui fait de la beauté, qui fait de la santé et qui donne une touche qui rajeunit. Si les marques laissent leur empreinte dans notre vie quotidienne, les produits de beauté vont bien au-delà. En nous protégeant des agressions extérieures, de nos angoisses, des outrages du temps, en faisant tout pour que nous soyons beaux, sains et toujours jeunes, ils sont devenus nos anges gardiens.